Très bien. Bienvenue à cette première journée, ce nouveau webinaire de la nouvelle série Réseau Ville-Éponge, une série de webinaires. Quelques remarques et détails d'ordre technique. Il y a une traduction simultanée. Ce webinaire a lieu en allemand. Donc les deux présentations auront lieu en allemand. Les questions peuvent être traduites aussi en français. Mais il y a une traduction simultanée qui est assurée par deux personnes. Et donc, vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez choisir la langue, français ou allemand, et vous entendrez la traduction simultanée sur le canal français. Maintenant, les oratrices et orateurs parleront en allemand sur le canal principal avec traduction simultanée. Si vous souhaitez poser des questions, vous voyez ici en bas une fenêtre qui s'appelle F et A, foire aux questions. Donc, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire là. Utilisez donc ce bouton pour poser vos questions. Mais vous pouvez également évaluer les questions posées. Vous pouvez les liker. Donc, si vous voyez une question que vous trouvez intéressante, ou vous souhaitez poser une question qui est similaire à une question déjà posée, vous pouvez liker celle et on va y répondre. Pendant la première présentation de Florian Innemann, il y aura une enquête. Cette enquête vise à savoir quelle est votre évaluation de ce séminaire avec traduction simultanée et quels sont vos besoins et souhaits. Donc, je vous prie de répondre aux questions posées dans le cadre de cette enquête. À titre d'information, ce webinaire est enregistré en allemand et en français. Et dans quelques jours, la semaine prochaine probablement, cet enregistrement sera publié sur le site de Ville-Éponge. Nous allons également répondre aux questions auxquelles nous ne pouvons peut-être pas répondre aujourd'hui. Et donc, les questions avec réponse seront mises à disposition sur la plateforme. Vous voyez ici le lien qui vous amène vers cet enregistrement et les questions et réponses. Voilà, on va aller au vif du sujet avec une citation que vous trouverez également de l'OFEV. Le changement climatique entraîne de fortes précipitations et des jours de canicule. La ville-éponge réduit le risque d'inondation et améliore la qualité de vie dans les villes grâce à la végétalisation. Ce n'est pas nouveau. Le changement climatique va changer beaucoup de choses. Il faut s'adapter et la ville-éponge est une parmi plusieurs possibilités. Nous avons essayé de définir notre compréhension de ville-éponge. Et vous le voyez ici, c'est un concept de planification où on considère l'eau comme une ressource qui doit être intégrée dans toute planification dès le départ. Bien sûr, la ville-éponge est composée de bon nombre d'éléments. Donc, ce principe de ville-éponge englobe tous ces éléments, mais je n'entrerai pas dans les détails. On va pourtant en parler au cours de ce webinaire. Comme je l'ai déjà dit, la ville-éponge, c'est un concept fort intéressant, mais nos villes se présentent plutôt comme cela aujourd'hui. Donc l'eau disparaît dans le sol, n'est pas visible. Beaucoup de surfaces sont imperméables. Comment faire donc
pour changer la chose, pour changer la donne, pour que les villes se présentent comme ça. Nos bases légales ont plus de 30 ans. Nous avons l'AC qui date de 91 et la loi sur les eaux qui traite l'infiltration avant le rejet. Il y a eu plusieurs lotissements qui ont été créés et qu'on appellerait peut-être aujourd'hui lotissements qui font partie d'une ville éponge, mais ce n'est pas encore assez bien répandu. Ici, il y a plusieurs mesures que vous voyez. Ça, c'est un développement urbain. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous avons lancé une initiative stratégique. Et comme vous le voyez ici, on travaille avec bon nombre de partenaires techniques, des associations, par exemple Espace Suisse, d'où vient Florian Hinnemann, et d'autres que vous voyez ici. Et on coopère également avec la recherche et d'autres disciplines dans le domaine de la planification et avec les autorités. Nous avons réussi à regrouper beaucoup de personnes et d'autorités de manière à ce que nous puissions parler d'une tâche commune interdisciplinaire. Quels sont nos objectifs dans le cadre de Ville Éponge? Nous souhaitons mettre à l'œuvre ce concept de planification. Nous souhaitons élaborer des mesures et les mettre à disposition des autres. Nous souhaitons également être l'interlocutrice pour d'autres et organiser les échanges d'expériences et encourager la coopération intersectorielle. Nous avons commencé notre travail il y a 2 ans. Au départ, on a regroupé plusieurs idées dans le cadre de ce grand groupe interdisciplinaire. Vous voyez ici, au départ, il y a eu 21 idées de projets. Je ne les mentionnerai pas toutes, mais la sensibilisation et la formation est très important. Nous avons dit qu'il faut avoir une compréhension entre les disciplines. Et pour avoir une compréhension commune, il faut échanger le savoir-faire et les connaissances et se mettre autour d'une table. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On souhaite organiser de telles rencontres en moyenne 1 fois par mois. On souhaite avoir organisé des webinaires d'1 heure ou d'1 heure et demie avec la traduction simultanée. On entraînera peut-être une présentation ou 2. On organisera peut-être des entretiens de manière à ce qu'on connaisse de bons exemples ou peut-être aussi des mauvais exemples. On parlera de sujets différents. Aujourd'hui, on parle notamment de la planification, des plans directeurs, mais nous allons parler de l'eau, de la végétation et des sols, des substrats par exemple. L'objectif de ces webinaires est de travailler de manière interdisciplinaire pour acquérir des connaissances de base interdisciplinaires, de manière à ce qu'on puisse mieux communiquer au niveau interdisciplinaire. Nous savons que ce type de webinaire promeut notamment la transmission d'un savoir et pas tellement les échanges, mais nous souhaitons organiser d'autres réunions qui nous permettent de mieux s'échanger à partir de l'année prochaine probablement. Et en parallèle, nous allons organiser des échanges d'expériences 1 ou 2 fois par année, donc une conférence en présentiel. Mais j'en dirai un peu plus à la fin de ce webinaire. Avant de passer
à la première présentation. Si jamais vous ne le savez pas encore, notre info-plateforme Ville-Éponge est en ligne. Vous y trouverez de bons exemples, 33 pour être précise, et il y en a de plus en plus. Ce sont des exemples de construction en Suisse. Il y a également une bibliographie avec des manuels, des fils rouges, des vidéos, des podcasts, des outils bien utiles. Et il y a également un agenda de manifestation où on fait également la pub pour ce webinaire ou cette série de webinaires et d'autres qui auront lieu à l'extérieur de ce webinaire. Et vous y trouverez également les enregistrements. Voilà, c'est sponge-city.info. Pour les francophones, on est en train de traduire le tout en français. L'objectif étant de mettre la traduction en ligne en août ou plus tôt. Voilà, c'était mon introduction et maintenant on passe à la Ville-Éponge dans le cadre de l'aménagement du territoire. Damien Yerien de Espace Suisse dit que la Ville-Éponge fait partie d'un aménagement du territoire durable qui travaille de manière transdisciplinaire afin de permettre un développement bleu et vert. Et je passe la parole à Florian Innemann qui pourra maintenant partager son écran. Florian Innemann est planificateur et consultant chez Espace Suisse. Il est géographe de formation, mais il est également enseignant et il a un MS dans la planification du territoire. Depuis 2013, il travaille pour Espace Suisse. Il a commencé avec le réseau Vieille Ville, que vous connaissez peut-être, et maintenant il fait partie de l'équipe conseil. Il donne des conseils dans le domaine du développement de l'urbanisation et il s'occupe également de la plateforme Densipédia, une plateforme avec de bons exemples aussi concernant le développement vers l'intérieur. Vous le trouverez également sur le site internet de Ville-Éponge. Il parlera maintenant de l'aménagement du territoire en se concentrant sur le changement climatique et les villes-éponges. Florian, je te passe la parole. J'espère qu'on voit mon écran et que vous m'entendez. Très bien. Alors, permettez-moi de commencer avec une petite promenade à travers de quelques villes et communes. En toute rapidité, on commence, si ça fonctionne, ici. Voilà, c'est à Bâle, une belle place. C'est une place multifonctionnelle et urbaine, mais rien n'y est vert. Et quand on continue notre petite promenade, là c'est à H, c'est un lotissement et vous voyez les environs. À vous d'évaluer la qualité. Mais ça existe aussi à Olten, par exemple. Là, vous voyez, tout est gris. Et voilà, ce n'est pas un bâtiment de bureau, c'est un bâtiment d'habitation. On a du mal à le croire. Et on finit notre promenade lors d'une journée triste d'hiver. Ça, c'est la Turbinenplatz à Zurich. Ceci dit, bienvenue
à ce séminaire, à ce webinaire. Voici un contraste, une impression de Rhin, une commune d'habitation où on a eu des fortes précipitations ces dernières années et des crues de plus en plus importantes. Donc, les experts et expertes s'accordent et savent qu'il y a un besoin d'agir. Il y a donc un besoin de faire quelque chose et c'est connu par les experts et les expertes, mais aussi à l'extérieur de ces cercles. J'ai vu qu'il y a à peu près 120 participants et participantes. Je ne sais pas quelle est votre expertise, je ne sais pas quel est votre état actuel, mais j'ai la tâche de vous faire une introduction dans l'aménagement du territoire tout en parlant de la ville éponge. Je pars donc du principe que vous êtes connectés en quelque sorte, que vous connaissez ce sujet plus ou moins. On a déjà parlé d'Espace Suisse. Nous sommes une association pour les questions d'aménagement du territoire et nous publions des textes techniques et nous avons également notre site web que vous connaissez peut-être. Voilà, je reviens à la place de Zurich, la Turbinenplatz que je viens de vous montrer. Si vous regardez le tout ici, la RZU, donc c'est une place qui est considérée comme un bon exemple en ce qui concerne le ruissellement des eaux pluviales. Et pourtant, on voit ici où le bas blesse. La gestion des eaux pluviales, ça se passe peut-être bien ici. Mais j'ai des doutes. Est-ce que c'est vraiment adapté au climat et au changement climatique? Je ne veux même pas savoir comment ça se présente sur ces places en été, lorsqu'il fait chaud. Est-ce que cette place est belle? Bon, c'est une question d'opinion. Mais voilà, il y a très rarement d'exemples parfaits. Donc, on a de bons exemples et de moins bons exemples. Et donc, Sylvia vise une coopération interdisciplinaire de manière à ce qu'on puisse acquérir une vision commune interdisciplinaire. Voilà, quelle est la situation au niveau de la planification et de l'aménagement du territoire? On a des surfaces en Suisse, là des surfaces qu'on ne peut pas utiliser, des surfaces non productives, des lacs, des montagnes, là on ne peut pas construire. On a également des surfaces boisées, les surfaces agricoles impactées par la législation. Et cela limite notre marge de manœuvre. Là, nous avons 8% de surface d'habitat et d'infrastructures, et ce sont là les surfaces et infrastructures qui nous concernent. Cela montre quel est le taux de surface qui nous concerne dans notre travail. Voici quelques détails supplémentaires. Là, nous avons l'aréal des aires industrielles et commerciales et des bâtiments. Là, on a non seulement des bâtiments, mais aussi des surfaces, des territoires, d'autres bâtiments. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aménager les territoires? C'est peut-être banal, mais c'est bien de voir les chiffres. Entre 1985 et 2018, on avait une grande perte de surface cultivée. Donc, 2 fois la taille du lac Léman. Donc, si on fait le calcul par seconde, on perd ou on a perdu dans cette période 1,1 mètre carré de surface cultivée par seconde.
En début de 2014, on a donc fixé des principes dans la législation, c'est-à-dire la densification vers l'intérieur, le développement de l'urbanisation vers l'intérieur. Donc, densification, ça veut dire il y a moins d'espace. Est-ce qu'on peut agir uniquement en gris en densifiant? Eh bien, la loi dit aussi qu'il faut prendre en considération une certaine qualité d'habitat. Mais qu'est-ce qui est pertinent comme qualité? Quelle est la qualité visée? Avant de parler des différents niveaux, permettez-moi de parler de la législation, justement. Parfois, on se pose la question, lorsqu'on communique avec les communes ou d'autres interlocuteurs, bon, on se pose la question de savoir est-ce qu'il faut s'adapter au changement climatique? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est juste bon à savoir? Est-ce que c'est chouette? Ou est-ce qu'il faut vraiment agir? Voici la Constitution fédérale. La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles et incommodantes. On a également d'autres lois, la loi sur la protection de la nature et du paysage, avec son ordonnance, qui stipule aussi qu'il faut prendre soin de l'environnement, qu'il faut intégrer l'être humain et son bien-être, etc. Donc, ces lois ne mentionnent pas la ville éponge explicitement, mais les bases sont là. Là, on a aussi la loi sur l'aménagement du territoire au niveau fédéral, qui fixe que la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non constructibles. Donc, si on a des inondations, et l'eau inonde les caves et les bâtiments, ce n'est pas dans l'intérêt ni de la population ni de l'économie. Donc, je ne vais pas vous ennuyer en mentionnant toutes les lois, mais il y a également l'article 3 LAT, les principes d'aménagement. Donc, cet article parle de l'aménagement et vous pouvez toujours vous poser la question de savoir quelle est la réalité par rapport aux principes de planification. Donc, à mon avis, il y a de bonnes bases légales pour un développement urbain adapté au climat, même si on ne parle pas explicitement d'une ville éponge. Nous avons là une bonne base pour notre travail et on a également la loi sur les espaces et la protection des eaux. Comment est-ce que ça fonctionne? On l'a déjà dit, la fédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire. On y reviendra. Par conséquent, cela m'amène à cet aperçu. On va en reparler. Ce sont là des planifications d'aménagement du territoire, la Confédération, les cantons et les communes et les régions dans certains cantons, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui. Donc, je vais revenir sur ces niveaux de planification. On a également le concept territorial suisse que vous connaissez peut-être. C'est le projet des territoires suisses, un cadre de planification. Mais on doit constater que le changement climatique n'y est presque pas évoqué. Je pars du principe qu'une fois que ce projet des territoires suisses soit
sera révisé, ça changera. Donc la Confédération dispose des plans sectoriels. Ce sont là des instruments obligatoires, avec force obligatoire, qui permettent de coordonner les activités à incidence spatiale. On peut, vous avez ici les différents sujets, par exemple superficie de rotation des cultures ou autres. Vous pourrez avoir l'impression que cela n'est pas important pour le concept ville-éponge. Mais on peut toujours se poser la question, est-ce que ça pourrait jouer un rôle si on se base sur la structure écologique? La question est de savoir, est-ce qu'il va y avoir un plan sectoriel supplémentaire un jour qui concerne notre sujet? Si vous n'avez pas encore entendu parler des plans sectoriels ou infrastructures écologiques, vous pouvez oublier ce que je viens de dire. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs experts et expertes parmi vous. Donc, ce que je viens de dire, c'est une estimation de ma part. Je ne prétends pas à connaître la vérité absolue. Donc, corrigez-moi si vous avez d'autres informations. On a également au niveau fédéral la conception paysage suisse. Paysage, eh bien, lorsqu'on pense paysage, on pense au Jura, aux montagnes, mais on parle également de l'espace dans son entier, c'est-à-dire les zones rurales et les zones périurbaines, tout comme les zones urbaines de la Suisse. Lié à cela, il y a une liste des mesures qui fixe le développement de ce concept paysage suisse. C'est une vision plutôt générale de la situation. Et pourtant, ce concept est contradictoire pour les autorités au niveau fédéral qui doivent remplir de vie ce concept, cette conception. C'est-à-dire, il y a un impact au niveau des cantons et aussi au niveau des communes. Je reviens donc à ce slide et je mentionne les cantons. Maintenant, ça devient plus palpable. Voilà, l'aménagement du territoire et du ressort des cantons. C'est ce que stipule la Constitution. Nous avons 26 cantons et vous le savez pertinemment, la situation varie d'un canton à l'autre. Lorsque on parle des émissions sonores et les lois de protection de l'environnement, on sait que voilà, les émissions sonores sont partout pareilles, mais dans la planification, dans l'aménagement du territoire, non. Là, on a 26 lois qui s'appellent différemment selon les cantons et leur fonctionnement varie également d'un canton à l'autre. Donc, on a également une répartition différente des compétences par canton. Cela ne nous facilite pas la vie. Et vous le voyez à droite, les concepts territoriaux des cantons. Cela montre très clairement, à mon avis, quels sont les cantons qui planifient jusqu'à la frontière de la municipalité et quels sont les cantons qui font face à d'autres défis. On a également la planification directrice cantonale. Ça, c'est un instrument central. Là, on s'accorde à plusieurs niveaux. Et il faut s'imaginer la chose comme ça. Là, on a comme une vue de la plus haute montagne. On ne voit pas tous les détails, on ne voit pas les parcelles, mais on voit les grandes lignes.
Et puis un plan directeur cantonal, donc vous avez toujours une fiche d'objet et puis la parcelle. Et puis ce qui est important à savoir, c'est que c'est contraignant pour les autorités. C'est pas un concept qu'on peut juste faire disparaître dans un tiroir. Non, c'est une prescription pour les communes et les communes doivent donc tenir compte de ce plan directeur. Dans ce sens-là, je considère que le plan directeur est vraiment un premier grand point d'ancrage pour les villes éponges, parce que ce qui est marqué dans ce plan directeur, c'est justement c'est des prescriptions importantes, c'est des directives contraignantes. Et d'un point de vue, de mon point de vue, et peut-être vous pouvez me corriger, je pense que le changement climatique et puis donc aussi le thème de la ville éponge n'est pas encore suffisamment ancré à l'heure actuellement. Je ne pense pas que j'ai une vue exhaustive des 26 cantons. Mais vous voyez à droite ici, c'est un extrait du canton de Uri. C'est plutôt une base des bases qui sont inscrits au Valais. C'est vraiment plutôt le changement climatique fait plutôt partie d'un thème transversal. Là, vous avez aussi un extrait du canton de Berne. Là, c'est un tout petit peu plus concret. Là, le canton se fixe une mission en mettant en place des directives et des bases contraignantes. Et par la suite, il part du principe que les communes mettent en œuvre des structures dans leur plan. Après, on va revenir sur le niveau des communes, mais c'est justement là, on n'est plus dans ce qu'on pourrait appeler une directive nice to have. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on est obligé, que les cantons, les communes sont obligés de mettre en place. En plus de cela, donc de tout ce qui est contraignant, venons de parler des plans directeurs, il y a aussi les guides et les stratégies. 26 cantons différents, 26 ressources différentes. Aussi, la communication vers l'extérieur est très hétérogène. Donc, je pense que c'est important à chaque fois de regarder au-delà des limites et des frontières des cantons. Et donc, dans ce contexte-là, je constate que justement, c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Parce que ce soit au niveau des cantons ou au niveau fédéral, il y a des documents très divers et il y a très peu de personnes qui ont le temps de vraiment avoir une vue d'ensemble. En tout cas, c'est un petit peu l'impression que j'ai. C'est que c'est de plus en plus difficile d'avoir une vue d'ensemble. Et si on est toujours un peu trop haut au niveau de la hauteur de vol, on va justement descendre au niveau des communes. Et c'est au niveau des communes où justement l'aménagement devient concret avec des projets de territoire et puis aussi avec les plans d'affectation et plans de zone. C'est un schéma standard que nous utilisons dans nos cours d'introduction, nos séminaires d'introduction. Vous voyez à droite, vous avez le plan de zone avec le règlement. Ça peut s'appeler, par exemple, plan d'affectation ou alors de construction et d'affectation. Donc, il y a plusieurs termes. Ces plans concernent la totalité des communes. Et puis après, vous avez les plans d'affectation spéciaux pour certains sites, pour certains terrains. Et ce que nous constatons auprès de Espace Suisse, c'est qu'il y a justement beaucoup de communes qui se focalisent et qui se limitent sur cette partie droite et qui n'ont pas vraiment de stratégie, donc de projet de territoire. Ça commence. La stratégie, les projets territoriaux commencent à gagner en importance, mais d'après moi, il reste encore du potentiel à ce niveau-là. Il y a des papiers stratégiques, mais il faut toujours remettre en question la qualité de ces papiers. Nous, on conseille, quand on fait un plan stratégique ou un projet territoire en tant que commune, qu'on aille chercher un peu de l'aide de l'extérieur pour avoir aussi une autre perspective. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la stratégie et ces projets d'aménagement du territoire. Tout à l'heure, vous aurez encore quelques informations supplémentaires dans la présentation de métro, mais je pense qu'il y a vraiment des jalons qui peuvent être posés à ce niveau-là et où on peut tenir compte de la ville étanche. Maintenant, pour le plan d'affectation générale ou plan général d'affectation. Ça, c'est vraiment le niveau où c'est
contraignant aussi pour les propriétaires fonciers. Probablement, vous connaissez tous et toutes ces documents, vous les avez vus sous une forme ou une autre. Ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc, d'après que je sais, on a un plan, on a un règlement, peut-être encore une ordonnance, et puis on a un rapport de planification. Et la grande différence, donc de ce niveau-là au niveau cantonal, avec le niveau cantonal, là, on n'est plus sur un côté contraignant obligatoire pour les autorités, mais là, c'est vraiment pour les propriétaires fonciers et puis pour les parcelles que cela est contraignant. Donc là, il faut vraiment respecter les prescriptions qui sont inscrites dans ces textes. Et dans ce sens-là, c'est certainement un point d'ancrage extrêmement central pour cette thématique des épaules, des villes éponges. Parce que là, c'est ça a vraiment des effets sur l'aménagement du territoire, en tout cas quand on applique ces textes de manière concrète. J'ai parlé des 26 cantons tout à l'heure. Là, je vais dire un tout petit peu, je vais utiliser un terme un peu peut-être controversé, mais confusion linguistique néo-babylonienne. Mais quel que soit le projet qu'on suit, ben, les sont pas les mêmes dans chaque canton. Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'est pas juste le terme qui varie d'un canton à l'autre, mais c'est aussi la procédure qui sont décrits, qui sont différentes. Les marges de manœuvre sont différentes. Et puis, parfois, il y a peut-être le même nom pour un concept dans canton, mais la réalité derrière est très différente. Par exemple, si vous parlez d'un plan de quartier dans le canton de Zurich, ce n'est pas du tout la même chose que quand vous utilisez le même terme pour le canton de Bâle-Campagne. Et dans mon activité, je connais plein d'autres termes comme plan d'aménagement, plan de construction. La plupart du temps, le canton a quelque chose. Et puis, à un moment ou à un autre, je me suis rendu compte quand même que, par exemple, le canton de Luzerne a à la fois deux types de plans d'aménagement. Donc, d'un côté, le plan de construction et l'autre, le plan d'aménagement. Et donc là, il faut consulter tous les textes législatifs pour savoir exactement que ces concepts contiennent concrètement. Et ça, c'était juste une petite remarque. Et puis, peut-être aussi un petit conseil, si cela fonctionne pour le canton X, cela ne veut pas dire que ça fonctionne pour le canton voisin. Maintenant, je vais vous donner encore quelques exemples concrets pour des textes réglementaires. Alors, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, j'essaye de vous donner un petit aperçu un peu transversal pour vous montrer quelles sont les marges de manœuvre dont on dispose dans ce domaine-là. Un des sujets qui est certainement très important, c'est la végétalisation des toitures plates. Et de mon point de vue, ou en tout cas, c'est ce que je conçois, c'est qu'il y a de plus en plus d'exemples de communes et de villes qui inscrivent ce type de prescription dans leur règlement. Là, c'est un extrait du règlement d'Arlesheim. Il y a bien sûr d'autres exemples que vous allez trouver. Mais ici, à Arlesheim, on a vraiment une indication de surface minimale, ce qui n'est pas le cas à chaque fois dans les autres textes. Là, j'ai mentionné quelques pièges et quelques difficultés à la fin de chaque exemple. C'est bien sûr, encore une fois, pas exhaustive. Mais ici, un des problèmes qui peut subvenir, c'est qu'on n'a pas de formulation précise de la surface. Ça existe. Je l'ai rencontré à plusieurs fois. Et puis après, il y a peut-être des questions qui peuvent se poser. Est-ce que, par exemple, ces prescriptions s'appliquent également à l'abri de vélo ou un abri de voiture, ou est-ce que le toit est trop petit? Ou d'autres thématiques liées, par exemple, au conflit potentiel avec les installations photovoltaïques. Il y a certainement des solutions à trouver, mais c'est quand même certainement une question ouverte. Et puis après, il faut aussi parler de l'entretien de toutes ces installations. Et ensuite, il y a les dérogations. Ce n'est pas vrai que pour la végétalisation des toits, mais parfois avec des arguments esthétiques ou liés à l'architecture, on peut avoir des autorisations spéciales qui pèsent peut-être parfois moins que l'écologie. Donc là, c'est juste pour vous dire que finalement, le papier, c'est pas toute la vérité. C'est pas, ça correspond pas forcément
à la réalité. Un autre point qui est important dans le contexte des villes éponges, c'est les arbres, donc les plantations de- des zones. Et là, il y a de plus en plus de discussions qui concernent la protection des arbres. Il y a plusieurs variantes de comment on peut développer ce point. Là, vous voyez par exemple à droite, on peut définir un diamètre minimal du tronc de l'arbre, qui empêche un abattement, ou alors il y a d'autres cantons où on marque, on spécifie quels arbres sont vraiment protégés. Il y a plusieurs manières de mettre cela en œuvre. Mais là encore, il y a quelques pièges qu'il faut éviter. Par exemple, une discussion sur la protection des arbres peut parfois déclencher une action d'abattage. J'ai déjà entendu ce type d'histoire et je pense que c'est important de vraiment être conscient du fait que les petites communes ne disposent pas des mêmes ressources que des plus grandes villes lorsqu'il s'agit déjà de faire un inventaire. Est-ce qu'on sait quels sont les arbres, quelle est l'arborescence de la commune? Et puis ensuite, au niveau de l'application, il y a la question de la théorie de la pratique. Si jamais un arbre est protégé, mais que finalement la sanction est très faible en cas d'abattage, bah là, il faut aussi voir que cela peut entraîner des questions ouvertes ou peut-être même des erreurs système. Maintenant, ce qui concerne l'indice de surface verte, c'est aussi un outil très apprécié et certainement euh, qui est utile pour assurer que les sols soient justement, ne soient pas scellés, restent perméables. Et donc là, il y a par exemple une surface qui doit être sans construction et qui doit être perméable. Donc là, on a un extrait de la barreau. Et là, on va même plus loin. Là, on dit même que le conseil communal pourrait réduire la masse de base en faveur d'une surface verte. Et donc là, il faut poser la question à quoi cela ressemble vraiment dans l'application concrète. Ces réglementations ne viennent pas de nulle part. C'est quand même un processus démocratique qui est à la base de cela. Et si vraiment il y a des interventions qui sont assez importantes, vous risquez aussi d'avoir justement une résistance de la part des propriétaires. Par la suite, on peut se poser la question, si on parle uniquement de l'indice de surface verte, cela ne dit encore rien sur l'écologie. Par exemple, une pelouse est peut-être pas scellée, mais c'est pas optimal au niveau écologique. Et par la suite, pour l'application, l'exécution, est-ce que l'espace dont on parle va rester perméable, va rester vert? Et la question, c'est comment on peut suivre cela et comment on peut finalement appliquer ces textes-là de manière concrète. Après, l'infiltration, ça c'est intéressant. C'est un texte réglementaire de Windisch où on a justement dit que quand il s'agissait de grands lotissements, il fallait prévoir des volumes tampons suffisants pour absorber des grandes quantités d'eau et qu'il fallait les aménager en tant que surface d'eau ouverte et naturelle. Donc là, c'est inscrit dans ce texte. Je trouve que c'est une formulation qui me paraît très intéressante et très utile. Et je pense que dans une telle formulation, et c'est vrai en règle générale, il faut en tenir compte dès la première phase de la planification. Et puis, il faut toujours tenir compte aussi de l'aménagement extérieur pour qu'il puisse y avoir une interaction entre les deux. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des grands projets d'urbanisation, mais il y a aussi des quartiers de maisons uni- euh, individuelles. Là, c'est un extrait de Bâle campagne et c'est représentatif des lotissements de toute la Suisse qui sont quand même marqués fortement par la présence de maisons individuelles. Et je pense que les aménageurs, aménageuses du territoire ont
d'après moi, essayer de contourner un tout petit peu la difficulté. On s'est plus concentré sur les grands sites construits, les grands lotissements. Mais quand on parle de villes éponges et d'adaptation climatique ou en général la qualité de l'urbanisation, on ne peut pas échapper, on ne peut pas faire l'impasse sur ces qualités-là, parce qu'il y a toutes ces thématiques liées à ces quartiers avec des maisons individuelles qui sont importantes. Donc, un des sujets, c'est justement aussi tout ce qui se passe en souterrain. Là, c'est un exemple de la ville de Luzerne. Là, on a encore une fois les constructions libres. Là, ça peut être une maison individuelle ou ça peut être une maison, un immeuble. Mais dans ce texte, on dit que 40% de la surface construite ne peut pas être, ne doit pas compter dans la surface constructible et ne peut pas être construit ni en sous-sol ni en surface. Et je trouve que ça, c'est une formulation plutôt positive quand on dit ça doit être comme cela. Donc, doivent être aménagés en jardin dans cette phrase-là. Maintenant, c'est une formulation impérative, mais dans la pratique, comment on va pouvoir mettre cela en œuvre? En allemand, on a le mot devrait qui est utilisé donc pour ce texte et c'est quand même pas contraignant. Donc, comment on va pouvoir appliquer tout cela concrètement dans les faits? Maintenant, concernant la mobilité, là, on voit dans cet article de journal que les Lucernois sont ceux qui ont le plus de voitures. Et là, vous avez une intersection avec, ou un lien avec les routes, mais aussi avec les stationnements. Parce que quelque part, quand il y a beaucoup de voitures, il faut garer ces voitures. Mais est-ce que cette surface-là, elle va être scellée ou non? Et cela nous amène au prochain exemple dont je souhaitais parler. Donc là, par exemple, dans un règlement de zone ou alors un plan d'affectation spéciale, c'est qu'on puisse y ancrer qu'il faut avoir des surfaces où il y a, qui permettent l'infiltration. Donc là, j'ai appliqué cet extrait au règlement de la colline de Hilsberg, mais c'est un règlement qui est vraiment intéressant, même pour moi, dans les négociations avec les différentes communes. Donc là, les revêtements permettant l'infiltration, là encore, on risque d'avoir des discussions tout autour de l'esthétique et puis aussi de l'entretien. Là, on a une formulation que, si possible, il faudrait mettre en place des revêtements qui permettent l'infiltration. Donc, c'est pas aussi contraignant, donc c'est peut-être plus difficile à mettre en œuvre. Maintenant, je vais faire une petite digression sur le stationnement. Euh, c'est pas lié à la ville d'éponge en tant que soi. Mais là, par exemple, on a un règlement qui nécessite, qui exige des stationnements obligatoires pour les immeubles collectifs. Et ça, on a quand même un effet, un impact sur les épaules, les villes éponges. Et je connais quelques exemples, notamment de la ville de Bâle, où justement il fallait construire des places de parking alors qu'il y avait des parkings vides dans les environs où il y avait des places de parking qui étaient à disposition. Et donc là, on a des interactions qui sont un tout petit peu, qui ont vraiment un effet sur l'aménagement du territoire quand on a des stationnements obligatoires par unité d'habitation. Et ce sont des règlements qui sont souvent aussi influencés des, par des thématiques politiques. Entre-temps, l'exemple dont je parlais, la situation c'est un tout petit peu amélioré, en tout cas d'après l'article que vous voyez ici. Donc à Bâle, campagne, ça commence à s'améliorer, mais certainement il y a d'autres cantons et d'autres communes où vous trouverez des situations un tout petit peu similaires. Maintenant, on pourrait se poser la question un peu provocante, c'est comment on pourrait faire autrement? Et très brièvement, je souhaite vous donner un ou deux exemples positifs cette fois. Le premier, c'est le lotissement Vitmi à Lensburg. Là, il y avait eu un plan d'affectation spéciale. On a également établi un plan d'aménagement
Et on voulait construire sur ce terrain un lotissement plus ou moins standard. Mais finalement, ce plan d'aménagement a été rejeté par la population. On trouvait que justement, ces champs, c'était pas vraiment ce qu'on voulait. Et puis, on a sous-estimé aussi la signification de cet espace vert. Donc, la ville a pris a fait une nouvelle tentative. Donc, il partait pas de l'architecture, mais il partait justement euh, des espaces libres. Donc, d'abord, on a mis en place un plan qui n'était pas limité à ce terrain, mais qui tenait compte aussi de d'autres terrains dans les environs. Et sur la base de ce concept d'espace libre, on a finalement décidé de la construction dans une deuxième étape. Et vous trouvez cela sur Wikipédia. Il y a également un petit film qui parle de ce projet. Mais justement, il y a quand même pas mal de possibilités aussi dans le sens d'une ville éponge quand on essaye de concevoir les choses, pas uniquement avec les aménageurs et les constructions. Mais d'après ce que je sais, c'est plutôt l'exception que la règle. Et un autre exemple que vous trouvez aussi sur le site de Schwamstadt, donc Ville-Éponge, c'est Stockacker sud de Berne. On avait déjà cet exemple sur Densipédia depuis un petit moment, parce qu'il s'agit justement d'un développement vers l'intérieur. C'est une meilleure qualité dans le développement de ce quartier. Et là, vous trouverez toutes les informations aussi sur notre site Ville Éponge, en tout cas sur ce qui a trait à cette ville éponge. Par exemple, on a des surfaces, des revêtements perméables, vous le voyez. Ce que vous ne voyez pas, c'est les toits. Les toits, ils sont en partie végétalisés aussi. Et dans ce lotissement, on a vraiment beaucoup réfléchi aussi à la gestion des eaux pluviales. Et c'est super de voir qu'il y a des aménageurs, des aménageuses du territoire qui se sont aussi, qui sont aussi consacrés à cette thématique des villes éponges. Et puis, vous trouverez d'autres exemples sur notre plateforme, aussi d'autres exemples sur notre plateforme Ville éponge. Là, je vous montre un autre exemple où il y a eu plusieurs inondations, parce que j'ai parlé de l'aménagement du territoire, mais j'aimerais bien vous parler quand même aussi de l'espace paysager. Donc, c'est aussi tout l'espace qui est lié à agriculture. Donc, il y a un projet pilote qui a lieu en Luzerne, aussi à Bâle-Campagne-Bâle-Ville, où on essaye de voir avec une autre gestion des surfaces si on pouvait avoir une influence positive sur l'écoulement des eaux. Bien sûr, dans l'intérêt de l'agriculture elle-même, avec ces étés très secs que nous avons connus, que justement l'eau soit mieux, euh, soit conservée sur les terrains agricoles, mais aussi en lien avec les zones pâties. Et donc là, j'ai hâte de voir ce que ce projet euh, aura comme résultat à moyen terme. Donc là, il ne s'agit pas vraiment d'une mesure classique d'aménagement de territoire. On est en dehors de, de l'urbanisation. Mais ce qui se passe là, on a également des influences sur le thème dont on parle. Donc, il faut avoir des approches beaucoup plus vastes que juste un effet. Donc, quelques conclusions. Les facteurs de réussite concernent par exemple la planification dès le début des thèmes de la ville éponge. Il faut des bonnes conditions cadres cantonales, c'est les lois, les bases, mais aussi les conseils communaux. Il faut des prescriptions astucieuses dans les réglementations, mais il faut penser et travailler de manière intégrale là, c'est important, ce travail-là doit se faire et je pense que tout le monde le sait, c'est nécessaire, on en a parlé. Il ne faut pas oublier non plus l'application, l'exécution. Les défis restent et j'ai hâte de voir quelles seront les questions et puis d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Floriane, pour cette introduction très intéressante dans l'aménagement
du territoire, toujours en lien avec la ville éponge. Je te demanderai de bien vouloir rester là parce qu'il y a une question. Barbara Flore, est-ce que tu pourrais nous rejoindre aussi? Parce que c'est une question dont on peut discuter. Et je pense que tous les deux, vous avez des choses à porter. Katrina Schultes, tu as parlé de ce texte réglementaire concernant la végétalisation des toits. Est-ce que ce ne serait pas utile de promouvoir cette végétalisation, que ça aille beaucoup plus loin que extensif, donc végétalisation intensive, et puis vraiment utiliser tout le potentiel des toits? Alors, qu'en penses-tu, Florian? Oui, la première impression, je dirais oui, tout à fait. Alors, il faudrait une formulation qui laisse cela un peu ouverte, qui soit ouverte. Ça, c'est certainement utile et précieux. Mais après, il faut savoir à quel rythme ça va être vraiment mis en application. Je ne connais que les végétalisations des toitures plates comme végétalisation extensive. Mais si on veut aller dans ce sens-là, il y a peut-être d'autres incitations pour promouvoir la végétalisation aussi des toits. Je suis d'accord avec toi, mais tu as parlé beaucoup du niveau communal. Tu as focalisé tes explications là-dessus, mais je pense qu'une première base qu'il faudrait aussi dans le projet de territoire, il faudrait au moins avoir une végétalisation extensive qui soit inscrite dans toutes les réglementations communales. Et puis après, au niveau des sites, quand il s'agit des plans d'affectation spéciaux, là, c'est une question de négociation, de continuer et d'aller peut-être un peu plus loin et qu'on ait peut-être des prescriptions quantitatives et qualitatives, bien que plus poussées. Mais au départ, c'est vraiment un acte d'équilibriste pour trouver un tout petit peu le minimal pour qu'on commence à végétaliser et qu'on puisse mettre en œuvre la végétalisation. Et pour cela, il faut déjà une première base et puis après, il faut faire les choses petit à petit. Merci Barbara et Floriane pour votre réponse. Moi, j'aimerais bien apporter compléter un tout petit peu. Je suis d'accord avec vous, c'est la première étape. Et quand on parle de intensif, végétalisation intensive, on arrive vite à la discussion qu'on a déjà eue concernant la ville éponge. Il faut se demander, est-ce que c'est utile ou pas? Où est-ce que c'est utile? Quand on a des prescriptions trop limitées, ben finalement, cela laisse moins de marge de manœuvre pour les groupes pour savoir quels sont les éléments de la ville éponge que l'on va mettre en place, parce que c'est pas que la toiture plate, il y a peut-être d'autres mesures qui devraient être priorisées selon le site dont on parle. Et donc, je rappelle à tous les participants, toutes les participantes, vous avez la possibilité, quand vous cliquez sur F et A, donc questions et réponses, vous pouvez ouvrir la fenêtre questions-réponses et vous pouvez rentrer vos questions. Et j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà répondu à mon sondage. Donc, je vous demanderai à nouveau de bien vouloir, les 40% qui n'ont pas encore répondu, je vous demanderai de bien vouloir participer également. Et le premier sondage, c'est un sondage un tout petit peu plus long parce que donc il y a une première question avec les sujets qui vous intéresseraient, mais après il y a aussi un feedback concernant le webinaire d'aujourd'hui. Et donc n'hésitez pas à euh, également remplir cela. Je vais passer la parole à Barbara Glore. Elle est chef de projet et membre de la direction chez MECO. Elle est aménagiste, elle est experte en processus de planification complexe. Elle gère différents mandats de planification pour le secteur public et privé. Elle va vous parler à l'aide de 3 projets très concrets, comment l'eau de pluie peut être intégrée dans le plan d'affectation et d'utilisation spéciaux. À mon avis, voilà, vous voyez mon écran. Merci infiniment.
Je travaille chez Metron depuis quelques années. Metron est un bureau indépendant de planification et d'architecture. Donc la question est de savoir quel est mon sujet. Je reviens à la présentation de tout à l'heure et j'aimerais bien présenter une autre vision. Je parlerai d'exemples concrets. Je prendrai la commune de Horv et la ville de Baden comme exemple. Et je parlerai du plan d'affectation spéciale sensible à l'eau, le Villerhof à Berne, que vous connaissez peut-être. Et pour conclure, je poserai une question, à savoir que faut-il de plus? Permettez-moi de commencer avec la question qui se pose. Tout à l'heure, vous avez vu quelle est la répartition des différents niveaux de planification, mais il faut voir que le thème de Ville-Éponge se concentre sur un seul aspect de la planification et du plan d'affectation. Ça, il faut le garder en tête. Lorsqu'on parle de plan et de planification d'affectation au niveau cantonal ou communal, on a affaire à bon nombre de sujets. Et c'est toujours un grand défi. C'est un défi de jongler avec ces sujets, avec ces thèmes, de poser les intérêts des uns et des autres, de peser les intérêts des uns et des autres, de savoir de quoi parle-t-on, de mobilité, du travail ou d'habitation. C'est-à-dire, il y a des conflits qui peuvent surgir entre les différents groupes d'intérêts. Ça m'amène à la devise, le développement de l'urbanisation vers l'intérieur. Vous le savez comme moi, c'est pas nouveau comme paradigme. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'on en parle. Depuis 2014, au niveau des cantons et des communes, on développe et précise l'urbanisation vers l'intérieur et la densification. Les communes doivent donc faire en sorte à ce que les espaces vides soient construits, les zones à bâtir sous-utilisées soient densifiées et les friches soient transformées. Donc à chaque fois qu'on parle de densification, on sait qu'on ne peut développer l'urbanisation vers l'intérieur uniquement lorsque la qualité du développement est bonne et excellente même. Donc ce développement de l'urbanisation vers l'intérieur n'est pas mauvais en soi ou bonne en soi. Non, il faut développer une bonne qualité en densifiant les habitats. Cela augmente l'acceptation des projets et cela réduit le nombre de problèmes. De mon point de vue, donc on a besoin de plus de vert et plus de bleu. Voici ma vision des choses. Permettez-moi de vous présenter deux exemples. La commune de Horv, dans la région de Lucerne et de Kriens, au lac des Quatre Cantons, avec grosso modo 15 000 habitants et habitantes et 5 200 employés. Ces dernières années, Horv, Kriens et Lucerne se sont rapprochés. Et cela nécessite qu'on s'accorde entre ces communes. Tout d'abord, pour s'accorder, une chose est importante. Il faut définir les objectifs de la planification. Les trois communes étaient d'avis qu'on avait besoin de place pour développer une meilleure qualité de l'urbanisation vers l'intérieur. Mais le climat
était conçu comme un sujet important. Donc, on voulait promouvoir les logements à prix modéré et sécuriser et valoriser des espaces libres. On avait également les dispositions techniques, les directives techniques et il fallait les prendre en compte. C'était ça notre base de départ. On s'est dit, voilà, on ne va pas seulement prendre en compte le plan directeur et le règlement de zone. D'abord, il faut faire quelques réflexions d'ordre stratégique pour poser les jalons, comme Florian l'a dit tout à l'heure. Donc, on a défini 2 phases. Le concept de développement territorial, là, on a défini la stratégie du développement futur. Et une deuxième phase, c'est-à-dire l'instrument formel, la révision partielle des plans d'affectation et des instruments de planification. Donc d'abord, on a une stratégie contraignante pour les autorités et ensuite on avait le plan d'affectation avec le plan directeur, le règlement de zone qui est également contraignant pour les maîtres d'ouvrage et les propriétaires fonciers. Au mois de mars, on va voter sur ce plan. L'année dernière, la commune ou les communes l'ont déjà accepté. Donc, cette votation, nous pensons qu'elle sera acceptée. Eh bien, en développant le concept de développement, nous avons montré le potentiel pour le développement vers l'intérieur. Ici, à gauche, vous voyez l'état actuel d'un quartier, d'un lotissement avec les surfaces de circulation et des surfaces vertes. Et à droite, vous voyez ce qu'on a développé ensemble avec la population et les propriétaires fonciers. On a développé une vision des choses. Et cette image, cette vision imagée montre ce qu'on peut faire pour élargir l'espace d'habitation, tout en créant des espaces libres et tout en prenant en compte une diversification. Ce qui est important dans ce processus, c'est de consulter la population. C'est ce qu'on a fait. On a adopté une approche participative. La situation de départ a été expliquée au niveau des quartiers. On a développé de nouvelles visions imagées avec la population pour savoir ce que souhaite la population. Donc, on a parlé avec la population, on pouvait également participer par écrit. Et lorsqu'on parle de développement vers l'intérieur, souvent, il y a des craintes, des peurs. On a peur de changement. Et ces discussions nous ont montré que ces échanges sont importants. Nous avons développé des vidéos d'explication et nous avons créé un site web qui expliquait aussi dans tous les détails ce projet, ce qui était très positif. Vous avez déjà vu ce slide. Voilà, nous avons développé donc une vision imagée de la ville éponge. Nous avons introduit l'indice de surface verte qui n'existait pas encore à Horv. Dans les zones mixtes et d'habitation, nous avons défini un indice minimum de surface verte qui était entre 20 et 40%. Nous n'avons pas défini la qualité des zones, j'y reviendrai. Dans le règlement, on a fixé que 10%
des surfaces doivent être des surfaces écologiques et les détails seront fixés un peu plus tard par la commune. Il y a toujours des discussions sur le type de zone. Est-ce qu'il s'agit d'une zone d'habitation, de travail? Qu'en est-il dans les centres où on a des surfaces imperméables? Là, on n'a pas développé de chiffres. On a développé pourtant des idées concernant la qualité. C'est-à-dire les surfaces doivent être perméables et doivent être écologiques. On a également parlé de la planification, du plan d'affectation spécial. Dans ce cadre-là, on a augmenté des exigences et on a fixé les exigences importantes. On a fixé des analyses, ou on a défini des analyses. On a créé un nouveau instrument qui aide à contribuer et à aller dans le sens d'une ville éponge. Vous le voyez ici. Nous avons défini le minimum ou les exigences minimum. Et ensuite, on a parlé très longtemps de la végétalisation des toitures plates. La question était de savoir jusqu'où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va avoir un règlement de zone ou est-ce qu'on veut avoir des lignes directrices? Les lignes directrices sont plus flexibles à adapter lorsque les choses changent, lorsqu'il y a des modifications, lorsqu'il y a de nouvelles technologies qui sont développées, etc. Donc, nous avons dit qu'on voulait aller au-delà de la végétalisation des toitures plates. On veut également avoir une capacité de rétention d'eau. Et là, on a fixé vraiment des chiffres, des volumes. Donc, on est allé beaucoup plus dans le détail. Le deuxième exemple vient de la ville de Bade. La ville de Bade se trouve dans une région d'environ 150 000 habitants et habitantes avec 60 000 employés. Pour le canton d'Argovie, c'est une grande région, une agglomération où on était chargé aussi de la révision, de la planification du territoire et de l'aménagement du territoire. La situation de départ était similaire. L'objectif était d'augmenter la capacité des zones, donc densification, et nous devions montrer comment ça pouvait fonctionner. Donc, nous devions montrer quelles étaient les exigences par rapport à la qualité. Nous devions également coordonner les surfaces libres et amener et coordonner l'urbanisation et les transports. Là, tout comme les adaptations techniques et la protection contre les crues. Nous avons commencé à travailler de manière traditionnelle dans une première phase stratégique. Là, nous avons défini le développement urbain et ensuite on a défini les détails qui sont contraignants pour les propriétaires fonciers. Donc, on fait une analyse d'abord. Et là, il y a toujours une question de savoir comment est-ce qu'on procède. On peut analyser des surfaces, des communes de manière différente. Tout dépend de la taille, mais nous voulions vérifier dans un quartier quel est le potentiel pour planter des arbres. Il faut prendre en compte des distances entre les arbres. Donc, est-ce qu'on a encore la possibilité d'en planter si le bâtiment se trouve sur toute la propriété? Qu'est-ce que cela implique et quels sont les chiffres?
et les indices d'occupation du sol ou les indices de surface, plein terre. Donc il faut toujours les prendre en compte et intégrer la législation dans nos plans. Là, nous avons un nouveau paragraphe, le paragraphe 58 du règlement de construction et d'utilisation que nous devions prendre en compte. Par rapport à l'exemple de Hove, ici, on avait une exigence, à savoir les eaux devaient être utilisées au niveau local avant de les faire écouler. Et c'était un principe qu'on a fixé, on a défini les détails. Et en prenant compte des réductions des surfaces, la surface ayant un effet sur l'écoulement ne devait pas dépasser 10% de la surface totale du terrain. Lorsqu'il faut couvrir tous les sujets et tous les problèmes, nous devons toujours nous poser la question de savoir quelle est notre contribution qu'on peut faire pour développer une ville éponge. Quels sont nos instruments stratégiques? Quels sont les concepts de développement? Quels sont les potentiels pour dans le domaine des eaux, dans le domaine de l'infiltration, par exemple. Là, nous pouvons définir les indices de surface de pleine terre et nous devons définir les objectifs concrètement. Et j'ai parlé d'arbres. Et ce sujet a déjà été abordé. La question est toujours de savoir à quel moment est-ce que on protège les arbres. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'abattage? Là aussi, il faut définir les plantations et promouvoir les plantations tout en protégeant les plantes et les arbres déjà existants. Là, il est important de sensibiliser la population, d'expliquer et d'avoir l'accord de la population. Maintenant, je passe au lotissement Villerhof à Berne. La question est toujours de savoir quelle est notre contribution potentielle en développant ces terrains. Est-ce qu'on a des leviers? Il faut d'abord faire une analyse et ensuite développer une solution individuelle. En ce qui concerne le Villerhof à Berne, la situation était la suivante. L'eau de pluie pouvait s'infiltrer malgré le fait qu'il y avait un parking souterrain. La planification était développée de manière systématique. Vous voyez ici les différents schémas. On a dû développer un sujet après l'autre en détail pour les relier ensuite parce qu'on voulait avoir un espace vert comme résultat. Et ça m'amène à ma conclusion, qui est similaire à la conclusion déjà mentionnée par mon prédécesseur. Le plan d'affectation est un levier important de la ville éponge, mais on a besoin d'impulsion de la part des planificateurs de l'écoulement. Donc, l'évacuation des eaux est un point important. Il faut s'accorder. On a toujours parlé de concepts territoriaux, de stratégies et de plans d'affectation. Il y a également ce qu'on appelle le GEP, le PGEE, le plan général d'évacuation des eaux.
Là, il faut savoir comment est-ce qu'on peut prendre des mesures de promotion, comment est-ce qu'on peut transmettre un savoir-faire et des expertises, comment est-ce qu'on peut intégrer la population dans la planification. Voilà, ce sont des questions à clarifier dans chaque cas et le PGEE doit être pris en compte. C'est la base même de notre planification et la base aussi pour s'accorder entre les acteurs différents. Lorsqu'on parle de plan d'affectation, on parle souvent d'un sujet qui est important, mais ce n'est pas le seul instrument. On a besoin de plus d'idées, plus de projets. L'année dernière, pour la commune de Könitz, on a pu planter un arbre selon la méthode dite de Stockholm. On a donc fait un test dans ce cadre-là qui vise à stocker l'eau et libérer l'eau ultérieurement au moment où on en a besoin. Donc, il faut être ouvert à d'autres solutions, des solutions qui soient avantageuses pour les communes et la population. Il faut donc que les différents acteurs coopèrent. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire une planification couronnée de succès. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce sujet avec 3 exemples. Merci infiniment. Et maintenant, je passe la parole à Sylvia. Merci infiniment, Barbara, de nous avoir présenté ces exemples. Je regarde le chat. Il y a 2 questions. J'aimerais bien les poser. On a dit qu'il faut préciser les règlements grâce aux lignes directrices. Mais est-ce que c'est problématique au niveau juridique d'amener une force obligatoire dans le cadre de cet instrument? Eh oui, effectivement. Ça peut poser problème. Il faut toujours se demander jusqu'où on peut aller pour rendre une planification contraignante pour les propriétaires. Et à quel point est-ce qu'on peut préciser quelque chose? Dans la pratique, on le fait au niveau de la ligne directrice. À mon avis, ce n'est pas problématique. Mais on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas exiger plus de surface si on n'a pas cette définition déjà dans le plan d'affectation. Donc, si on a un indice de surface verte, il faut s'y tenir. Mais on peut, voilà, il faut définir cet indice dès le départ. Ah oui, moi en tant que profane, j'avais des difficultés de comprendre ce que c'est. Donc la définition n'est jamais la même selon l'endroit où on se trouve en Suisse. Mais oui, c'est ça. C'est tout à fait correct. Mais on vise à harmoniser les termes techniques au niveau suisse. Voilà, les 26 cantons, donc l'aménagement du territoire relève de la compétence des cantons. Et donc, les cantons ont une marge de manœuvre. Et il est important de savoir où on se trouve et quelle est la législation qui s'applique. Et là, il faut vraiment définir sur cette base ce qu'on peut faire. Merci pour ce rajout. Encore une question qui concerne aussi les plans
d'aménagement en Allemagne. Là, on dit qu'en Allemagne du Sud, on parle de 3 litres par seconde comme base de la rétention. Est-ce que cela s'applique aussi à la planification en Suisse? Eh bien, je ne sais pas exactement, mais nous avons des contacts et nous échangeons sur les définitions. Et je sais qu'en Allemagne, on a des définitions très pertinentes et on peut parfois les adapter en Suisse. Donc, on peut aller dans la même direction. Le Rhin s'écoule, qu'on soit en Suisse ou en Allemagne. Donc, oui, tout dépend de la situation géologique et des définitions qui s'appliquent. Là, il faut vraiment s'accorder sur la base du plan général d'évacuation des eaux. Oui, moi aussi, je pense qu'il faut avoir une limitation d'écoulement des eaux. Voilà, le PGE nous donne cette possibilité. Mais voilà, ce plan général d'évacuation des eaux est contraignant pour les autorités, mais pas pour les propriétaires. Donc ça, c'est le point à discuter. C'est là où le bas blesse. Donc il faudrait peut-être en discuter et transférer quelques-unes des dispositions du PGE dans le plan d'affectation. Et encore une question concernant les arbres. On utilise les instruments de plan d'affectation pour protéger les arbres, mais il y a de plus en plus de pression sur les arbres. Plus il y a une densification, plus les arbres sont menacés. Où voyez-vous les possibilités de contrer ce développement dans la planification, dans l'aménagement du territoire? Ah oui, c'est bien dit. Et on lance la discussion sur les plantations. On souhaite avoir une définition et on souhaite définir un indice de surface pleine terre. La distance entre les arbres est toujours un sujet à discussion. Donc il faut garder une certaine distance entre un arbre et le territoire voisin et entre les arbres. Donc on a besoin d'espace, oui. Je ne parle pas de dilemme, mais il faut créer un équilibre entre les différentes définitions. Comment gérer le fait que d'un côté, on permet une surface pleine terre, mais pas trop. Donc, dans l'analyse des quartiers, on s'est rendu compte où on a vu où nous avons la possibilité de faire pousser des arbres à long terme. Et là, dès qu'on sait ce qu'on peut faire, on peut développer des prescriptions valables pour des quartiers. Donc là, on peut peut-être limiter aussi la distance entre un arbre et la parcelle du voisin. Donc il faut en discuter. À mon avis, c'est une tâche à accomplir. On n'a pas encore trouvé de solution parfaite pour cette question. Merci Barbara. Florian, est-ce que tu souhaites rajouter encore quelque chose? Tu en as parlé et tu as aussi parlé de l'aménagement du territoire sous-sol. Est-ce que c'est quelque chose qui te préoccupe? Oui. Mais voilà, c'est plutôt un sujet qui m'occupe
moyennement. Ce qui se passe au sous-sol, pendant longtemps, ça ne nous concernait pas du tout. J'avais pas l'impression que, voilà, euh, on développe quelque chose de valable. Donc, on a besoin encore de faire des évaluations. Il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est toujours un problème de sous-sol ou est-ce que c'est un problème qui est créé dans les bureaux ou bien dans le conseil municipal? Souvent, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'on a de la place au sous-sol, mais est-ce qu'on veut euh, planter des arbres? Il faut les maintenir. Et ensuite, on dit, ah non, mince, ça crée aussi des saletés, il y a des feuilles qui tombent sur ma voiture. Voilà. Je vois aussi qu'il y a des conflits, mais souvent dans les villes où je me promène, je vois que on pourrait planter des arbres même lorsque je me trouve dans un quartier densifié. Je ne suis pas un spécialiste, mais je me pose la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas la volonté? Et encore une remarque. Donc, il existe ces sites publics qui sont souvent dans la propriété de la commune. Et là, une ville ou une commune doit être un exemple. Et ça aussi, c'est une question un peu ouverte. Que se passe-t-il dans ces quartiers, sur ces terrains-là? Parce que si on fait des obligations pour le propriétaire terrien foncier, alors que dans les propriétés publiques, finalement, on a justement une situation un peu déplorable. Il y a beaucoup d'exemples de cela. Merci beaucoup, Floriane, pour cette idée qu'il faut servir d'exemple si on veut convaincre les propriétaires fonciers privés pour qu'ils mettent justement en œuvre ce genre de règlement. Il y a une dernière question qui a été posée et c'est est-ce que vous pensez qu'il faudrait d'autres prescriptions au niveau fédéral pour promouvoir un aménagement selon le principe de la ville éponge? Ou est-ce que les prescriptions fédérales sont suffisantes? Qui veut commencer? Bah, Florian, tu l'as déjà un tout petit peu dit dans ta présentation, dans ton intervention. Alors, voilà, je ne détiens pas la vérité, mais moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuellement, nous avons une législation ou des règles légales qui soient réellement suffisantes pour pouvoir agir dans ce sens-là. Nous avons les lois, donc la loi de protection de la nature, etc. Maintenant, la balle est dans le camp des cantons et puis des communes. Mais maintenant, je vais ajouter un mais. Je pense qu'une directive au niveau fédéral pourrait être un outil supplémentaire. J'ai parlé tout à l'heure de l'infrastructure écologique ou alors tous les plans sectoriels. Est-ce que c'est naïf ou pas? Bon, ça, c'est à vous de décider. Mais je pense que le problème, en tout cas de mon point de vue, ce n'est pas le côté législatif, mais c'est plutôt le niveau de la mise en œuvre qui pose problème. Nous savons que nous avons une pénurie de main-d'œuvre spécialisée. C'est pas que dans l'aménagement du territoire. Et en Suisse, nous avons 2136 communes, ou peut-être il y en a 2120, de tailles différentes. Dans une ville d'une certaine taille, il y a une autorité, il y a des autorités qui sont dotées de ressources, etc. Mais moi, je connais beaucoup de communes de 1000 ou 2000 habitants, peut-être même plus petites. Et finalement, ils ont ces thématiques, mais souvent, ils ne sont pas conscients ou ils veulent pas le savoir, mais c'est des thématiques qui les concernent. Et donc, la question, c'est que la thématique des villes éponges, il faudrait justement en parler à ce niveau-là. Et peut-être que là, la Confédération pourrait aider, mais c'est pas une question de loi. Oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'une
d'un complément au niveau législatif. Mais il faut motiver, il faut travailler avec des incitations, il faut, il faut apporter ou montrer des exemples pratiques de réussite. Il faut en parler parce que la question des ressources au niveau des communes, des bureaux d'aménagement, des autorités, etc., sont limitées. Et il y a beaucoup de thématiques qui doivent être traitées, des questions auxquelles on doit répondre. Et puis finalement, l- la ville éponge fait partie de ces thèmes et un de ces thèmes à traiter ou des affaires à faire. Et je pense qu'on a vraiment une bonne base législative et comme l'a dit tout à l'heure Florian, on peut travailler avec, on peut aborder ces sujets-là, mais il faut avoir le courage de le faire. Et si jamais du côté de la Confédération ou des cantons, on pourrait avoir des incitations supplémentaires, je pense qu'on peut avancer. Mais encore plus de lois, encore plus de définitions, je ne suis pas sûre que ça nous fait vraiment avancer. Tu parles de cela, oui, des bons exemples. Et justement, je vais lancer un appel tout à l'heure. Il y a encore deux questions en français qui ont été posées. Et surtout, la première m'intéresse. Je vais essayer de vous poser la question en allemand. Alors, est-ce qu'il existe des instruments pour des zones bâties actuelles qui ne sont pas soumis à un plan spécial d'aménagement et qui sont densément peuplées et qui ne sont pas adaptés au changement climatique? Est-ce qu'il y a d'autres instruments pour réagir dans ce sens-là, indépendamment d'une révision du plan d'aménagement? Alors, des instruments dans ce sens-là, en tout cas ce que tu as ajouté à la fin, m'évoque quelque chose et qui me gêne un peu parce que justement, le plan d'affectation est très important aussi pour les quartiers qui existent. Un exemple de Hort, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on a certains quartiers dans cette région-là qui sont très bâtis, qui sont vraiment, où il y a beaucoup de construction, mais qui ont une bonne qualité, qui ont encore un potentiel. On a défini de nouvelles zones de renouvellement de quartiers. Et à Windisch aussi, on en a parlé tout à l'heure, on a aussi des zones de conservation du quartier ou alors de renouvellement du quartier dans le contexte d'un plan d'affectation. Et donc là, il faut vraiment créer un côté obligatoire pour montrer les potentiels et qui protège aussi ce potentiel qui existe pour qu'on puisse avancer dans ce sens-là. Et ce qui est de plus en plus présent aussi, c'est de travailler sur le niveau du quartier. Donc, c'était la question, les instruments supplémentaires. C'est qu'on ait des concepts globaux pour un quartier. Donc, on n'a pas besoin toujours avoir un plan d'affectation spéciale qui oblige le propriétaire. Mais ça peut être un concept où on peut justement aussi avoir des côtés contraignants au niveau des autorités. Mais est-ce que ça voudrait dire que on parle au niveau des autorités qu'ils respectent ce concept, par exemple pour les autorisations, les permis de construire, etc. Oui, c'est l'idée, mais ça, c'est le grand défi à relever. D'être tout le temps en dialogue, en négociation avec les investisseurs, les propriétaires, avec les aménagistes, pour que la commune ou la ville peut mettre en œuvre les choses de manière adéquate. Et donc là, est-ce que cet instrument s'appelle plan général? Est-ce que c'est un concept général pour le quartier? Quel que soit le nom, je trouve, on a déjà les 26 cantons qui sont très créatifs au niveau des définitions et des termes qu'ils utilisent. Mais finalement, c'est ce qui est écrit en tout petit qu'il faut lire. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'objectif qu'on poursuit? Et quels éléments faut-il pour garantir la qualité? Et donc de fixer cela de manière contraignante pour nos propriétaires, ou alors on se met d'accord et puis on signe peut-être un accord écrit où on implique également les propriétaires, une lettre d'intention. Il y a d'autres possibilités à envisager. Merci beaucoup pour cette réponse. Il reste une dernière question. Je peux peut-être ajouter quelque chose.
Tout ce qu'a dit Barbara, je suis tout à fait d'accord. Peut-être une dernière remarque. Il y a aussi les routes et les zones de route ne font pas partie du plan de zone. C'est une autre autorité. Là, c'est le génie civil qui fait partie, qui s'occupe de cela au niveau communal ou cantonal. Mais là aussi, un potentiel. Il faut que cette interface soit également développée. À quoi ressemblent justement les routes? Est-ce que c'est juste un désert d'asphalte ou est-ce qu'il y a de la place pour autre chose? Donc là, et selon les différentes communes, il y a encore du potentiel, mais il ne faut pas perdre de vue cela. Parce que ça aussi, on peut avoir un effet, un impact positif pour le quartier quand on intervient à ce niveau-là. Mais c'est sur la commune, encore une fois. Oui, le canton d'Argovie. La loi sur la construction a été modifiée en 2013. Et maintenant, ils peuvent justement créer des zones qui chevauchent aussi sur les routes. Donc, bien sûr, c'est les ponts et chaussées qui ont le lead, mais les communes ont leur mot à dire. On commence à aménager ensemble, à avoir des plans communs. Ça montre en effet l'espace public, les routes font partie de tout cela. Et donc, il faut réfléchir ensemble à cela aussi avec ponts et chaussées, parce que c'est les infrastructures, c'est les concepts de route. Euh, on parle toujours de ces concepts, mais bon, il faut aussi réfléchir à la force obligatoire ou pas. Ben, on va peut-être faire justement un webinaire sur tous ces concepts pour rentrer un peu plus dans les détails. Merci beaucoup pour vos idées, mais on va lire la dernière question et par la suite, on va résumer peut-être rapidement les différentes questions qui ont été abordées. Parce que justement, cette question-là qui arrive, la dernière question, il faut qu'on fasse un peu de recherche avant de pouvoir répondre à celle-là. Donc, j'aimerais bien partager encore mon écran pour une dernière petite plage de publicité pour notre organisation et pour les webinaires qui suivent. Donc, vous trouverez ce programme sur notre site. Donc, dans événements et formations, le prochain webinaire aura lieu dans un mois, le 28 février. Et là, on va parler plus précisément des sols urbains. Donc, c'est Carole Imhoff de Galabilitas qui va en parler et Guillaume Raymondon de la région Morges. Donc, ils vont parler des sols urbains, mais ils vont également nous parler du grand projet de l'indice de la qualité du sol. Et avec, donc, à l'aide de cet exemple, de ce projet pilote de mort. Donc, ce sera en français et avec une interprétation vers l'allemand. Et au mois de mars, nous allons présenter la nouvelle fiche concernant les moustiques. Ce sera également un webinaire en français avec une traduction vers l'allemand. Et donc, on va parler de ce à quoi il faut de quoi il faut tenir compte pour éviter que les villes éponges deviennent des lieux de reproduction pour les moustiques. Et à Lausanne, on aura une journée et puis un échange, une journée d'échange d'une journée à Lausanne. Donc, on m'a demandé à quel moment on peut s'inscrire. Donc, pour cette journée qui a lieu le 30 avril, nous sommes en train de mettre cela en place et d'ouvrir les inscriptions, mais vous allez recevoir un mail concernant cela. Et un dernier exemple, c'est un dernier point, Barbara en a parlé, c'est les bons exemples sont très importants pour que tout devienne réalité. Donc, nous cherchons d'autres exemples pour étendre notre gamme sur notre site. Pour l'instant, on est surtout à la recherche de dispositions concrètes visant à promouvoir le principe de la ville éponge. Donc, pour compléter notre liste, ensuite, nous cherchons également des exemples de gestion des eaux pluviales au-delà des limites parcellaires, c'est-à-dire, par exemple, entre des parcelles privées et publiques, par exemple, on est, par exemple, à
des parcelles justement qui sont gérées ensemble. D'ailleurs, nous sommes également preneurs des exemples qui n'ont pas réussi, des exemples d'échecs. C'est également utile. Et pour terminer, nous cherchons également des exemples de bonne mise en œuvre des consignes de sécurité pour tous les plans d'eau, surtout ou notamment aussi ceux qui sont remplis que temporairement, donc avec des installations d'infiltration. Donc, si vous avez des exemples à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail avec une petite description et puis les coordonnées pour qu'on puisse vous poser des questions. Donc, c'est spongecity@vsa.ch. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pu en profiter de ce séminaire, de ce webinaire. J'espère que vous avez retenu des choses, que vous avez appris des choses, notamment concernant aussi la base, les directives pour que vous puissiez aller un peu plus en profondeur. Et j'espère que maintenant, justement, on ne parlera plus à l'avenir d'évacuation des eaux urbaines, mais plutôt d'un urbanisme respectueux de l'eau. Donc, merci beaucoup d'avoir participé, de vous avoir intéressé à cela. Et comme je l'ai dit, nous allons mettre en ligne tout ce webinaire d'ici quelques jours pour que vous puissiez le regarder et l'écouter encore une fois. Je vous souhaite une bonne soirée et jusqu'à la prochaine. Au revoir.